Quelques jours après l'attentat manqué contre la vie de Trump, des détails choquants sur l'attaque ont été révélés, et ils sont certainement pires que vous ne le pensez. Au fur et à mesure que de nouvelles révélations font surface, l'ampleur du complot visant à assassiner Trump par l'Iran, les mesures calculées prises par Thomas Crooks pour préparer l'attaque et son rôle dans l'annonce de BlackRock rendent la situation encore plus grave. Dans cette vidéo, nous allons découvrir de nouveaux détails sur l'attaque de Trump lors du rassemblement en Pennsylvanie. Le mobile du tireur. Dans les jours qui ont précédé la tentative d'assassinat, Thomas Matthew Crooks était un homme en mission, laissant derrière lui des indices numériques qui allaient choquer les enquêteurs. Thomas Crooks a commencé ses préparatifs par une série de recherches sur Internet. Ces relevés téléphoniques montrent qu'il a passé des heures à chercher des images de l'ancien président Trump et du président Biden. Ces recherches n'étaient pas occasionnelles, elles étaient méthodiques et répétées, ce qui indique une obsession croissante. Crooks a également cherché des informations sur le directeur du FBI Christopher Wray et le procureur général Merrick Garland, ce qui suggère qu'il s'intéressait à des personnalités clés au sein du gouvernement. L'activité de Crooks s'est intensifiée lorsqu'il a commencé à visiter divers forums et sites web en ligne qui discutaient de conspirations politiques et d'idéologies extrémistes. Ces forums sont connus pour leur contenu radical, et Crooks semblait en absorber la moindre parcelle. L'historique de ses recherches révèle qu'il a visité des pages traitant des protocoles de sécurité lors de rassemblements politiques, ce qui indique qu'il recueillait des informations sur la manière de contourner les mesures de sécurité. L'historique révèle également qu'il a commencé à chercher des cartes et des plans du lieu où devait se tenir le rassemblement politique. Ce niveau de détail témoigne d'une approche calculée, puisqu'il essayait d'identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Le jour du rassemblement approchant, l'activité téléphonique de M. Crooks s'est intensifiée. Il a passé des heures à parcourir l'Internet à la recherche des dernières nouvelles sur l'événement, s'assurant ainsi de disposer des informations les plus récentes. Ces recherches portaient notamment sur le programme du rassemblement, le nombre de participants attendus et les éventuels changements de dernière minute. Le rassemblement de Butler, en Pennsylvanie, où l'ancien président Donald Trump devait prendre la parole, était un événement très médiatisé qui exigeait des mesures de sécurité rigoureuses. Le Secret Service, chargé d'assurer la sécurité de l'ancien président, avait mis en place une série de protocoles destinés à prévenir toute menace potentielle. Ces mesures comprenaient un contrôle approfondi des participants, le déploiement d'agents infiltrés et l'établissement de périmètres de sécurité autour du site du rassemblement. Malgré ces précautions, la présence d'un drone piloté par Thomas Crooks est passée inaperçue. Les services secrets imposent généralement une zone d'exclusion aérienne au-dessus des zones qu'ils sécurisent, en particulier lorsqu'il s'agit de drones. Ces véhicules aériens sans pilote peuvent présenter des risques importants, qu'il s'agisse de surveillance ou de livraison potentielle de charges utiles nocives. Toutefois, en ce jour fatidique, le drone DJI piloté par Crooks a réussi à échapper à la détection. Le drone, équipé d'une caméra haute résolution, a permis à Crooks d'avoir une vue d'ensemble du site du rassemblement. De son point d'observation, il a pu voir la disposition de la zone, le positionnement du personnel de sécurité et les mouvements de la foule. Cette surveillance aérienne a probablement joué un rôle crucial en l'aidant à planifier son attaque avec précision. Le fait que Crooks ait pu faire voler un drone au-dessus d'une zone hautement sécurisée sans être détecté a suscité de vives inquiétudes quant à l'efficacité des mesures de sécurité actuelles. L'histoire de Thomas Crooks commence dans la banlieue tranquille et pittoresque de Bethel Park, en Pennsylvanie. C'est dans cette communauté sereine, connue pour ses quartiers très unis et ses parcs verdoyants, que Thomas est né et a grandi. Sa famille, profondément enracinée dans les traditions juives, a également de riches ancêtres écossais, un mélange qui a façonné son identité et ses valeurs. Matthew Bryan Crooks, le père de Thomas, est un homme au patrimoine profond. Ses racines juives remontent à des générations de résilience et de tradition, tandis que ses ancêtres écossais ajoutent une couche de richesse culturelle. Matthew, aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, a toujours été fier de ce mélange unique d'héritage. Il est gestionnaire de soins à la Community Care Behavioral Health de Bethel Park, un rôle qui souligne son engagement à aider les autres et sa communauté. Mary Elizabeth, la mère de Thomas, partage un parcours professionnel similaire. En tant qu'assistante sociale, elle a consacré sa vie à soutenir les personnes dans le besoin. Sa foi juive et sa lignée écossaise font partie intégrante de son identité et influencent son approche compatissante de son travail et de sa vie de famille. Ensemble, Matthew et Mary ont construit une vie centrée sur leur foi, leur héritage et un sens profond du service à la communauté. En grandissant, Thomas et sa sœur Catherine ont été immergés dans cette riche tapisserie culturelle. Leur maison était remplie des traditions de leur foi juive, de la célébration de Hanouka à l'observance du Shabbat. L'influence écossaise était également évidente, avec des histoires de famille,
de la musique et même, à l'occasion, des danses des Highlands qui ajoutaient au mélange vibrant de leur éducation. Bethel Park constituait la toile de fond idéale pour cette famille unique. La communauté, connue pour ses excellentes écoles et ses quartiers sûrs, était l'endroit idéal pour faire grandir Thomas et Catherine. Ils ont fréquenté le lycée de Bethel Park, où Thomas a obtenu son diplôme en 22 ans. Ses résultats scolaires, dont un prix étoile de $500 décerné par l'Initiative nationale pour les mathématiques et les sciences, ont mis en évidence son potentiel et sa promesse. Malgré ses racines profondes et ses valeurs solides, la famille Crooks n'aurait pas pu prévoir la tournure tragique que prendraient les événements. Leur héritage juif et leur ascendance écossaise, autrefois source de fierté et d'identité, portent aujourd'hui le poids des actes de Thomas. Les événements qui ont conduit à l'attaque de Thomas Crooks sont une suite effrayante d'occasions manquées et de comportements alarmants qui ont abouti à une issue tragique. Il est essentiel de comprendre cette chronologie pour saisir toute l'ampleur de ce qui s'est passé et les signes d'alerte potentiels qui ont été négligés. L'histoire commence avec Thomas Crooks, un jeune républicain de 20 ans, qui avait un comportement de plus en plus inquiétant dans les jours précédant l'attentat. Son père, Matthew Crooks, s'inquiète vivement lorsque Thomas disparaît sans préavis. Cette disparition soudaine n'était pas dans les habitudes de Thomas, qui avait toujours maintenu des contacts réguliers avec sa famille. L'inquiétude de Matthew grandit à mesure qu'il remarque d'autres signes alarmants. Thomas a effectué des recherches en ligne sur les troubles dépressifs majeurs, ce qui indique qu'il a des problèmes de santé mentale. Incapable de localiser son fils et inquiet pour son bien-être, Matthew Crooks a appelé la police. Les détails exacts de cet appel ne sont pas clairs, mais on sait que Matthew a fait part de ses inquiétudes concernant la disparition soudaine de Thomas et son comportement erratique. Cet appel a été passé avant l'attaque, ce qui souligne le fait que les forces de l'ordre ont été alertées des problèmes potentiels de Thomas avant les événements tragiques qui se sont déroulés. Le jour du rassemblement, la police locale a d'abord repéré Matthew Crooks agissant de manière étrange et portant un sac à dos environ 1 heure avant la fusillade. Ce repérage a été un moment critique, car il a permis aux forces de l'ordre d'intervenir. Cependant, la police a perdu la trace de Matthew dans la foule, ce qui lui a permis d'échapper à la détection. L'absence de surveillance d'un individu suspect à proximité d'un événement très médiatisé soulève de sérieuses questions quant à l'adéquation des mesures de sécurité mises en place. Quelques minutes plus tard, un officier de contre-sniper a signalé au service secret américain un homme suspect à l'aide d'un télémètre. Le rapport de l'officier et la photo de l'homme, qui s'est avéré être Thomas Crooks, ont été transmis au service secret une vingtaine de minutes avant le début de l'attaque. Malgré cet avertissement, Thomas a pu poursuivre son plan. Les actions de Thomas dans les minutes qui ont précédé l'attaque étaient à la fois calculées et alarmantes. Il a réussi à monter sur le toit d'un bâtiment voisin en utilisant un climatiseur. De ce point de vue, il avait une vue claire du rassemblement et de la foule en contrebas. Donald Trump a ensuite commencé à prendre la parole lors du rassemblement. 6 minutes plus tard, des participants au rassemblement ont aperçu Thomas sur le toit et ont tenté d'alerter les forces de l'ordre. Cependant, lorsque leurs avertissements ont été pris en compte, il était trop tard. À 18h11, Thomas, dans une tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, a fait un mort et 2 blessés graves parmi les pompiers volontaires. Monsieur Trump a été blessé à l'oreille supérieure, mais n'a pas été blessé pour le reste. Il a déclaré plus tard aux journalistes que s'il avait bougé légèrement la tête, il aurait été frappé à la tête. Thomas Crooks a finalement été abattu par un tireur d'élite des services secrets 26 secondes seulement après avoir commencé à tirer. La réaction rapide des tireurs d'élite des services secrets a probablement permis d'éviter d'autres victimes. Mais le fait que Thomas ait pu ouvrir le feu en premier lieu soulève de sérieuses inquiétudes quant au protocole de sécurité en place. La suite de l'attaque a révélé des détails encore plus troublants. Lorsque Thomas a été retrouvé, il portait sur lui un détonateur à distance et sa voiture contenait des explosifs. Ces découvertes suggèrent qu'il aurait pu préparer un attentat de plus grande envergure, ce qui soulève de nouvelles questions sur ses motivations et ses intentions. Tactique de sécurité ratée. La chronologie qui a conduit à l'observation de Thomas Crooks en dehors du périmètre de sécurité est à la fois complexe et alarmante. Le jour de la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, l'atmosphère était chargée d'anticipation. Les partisans se sont rassemblés en grand nombre et on s'attendait à ce que la sécurité soit hermétique. Cependant, les événements qui se sont déroulés ont révélé d'importantes lacunes. Avant l'arrivée de M. Trump pour son discours, le personnel de sécurité a commencé ses contrôles de routine et balayé le site du rassemblement. Les services secrets, ainsi que les forces de l'ordre local, étaient en état d'alerte, scrutant la zone à la recherche de toute menace potentielle. À 14 heures, la foule s'était considérablement accrue et le périmètre de sécurité a été établi.
Ce périmètre a été conçu pour assurer la sécurité de l'ancien président et des participants. Au fil du temps, un individu suspect a été remarqué par un membre de l'équipe de sécurité. Cet individu, identifié par la suite comme étant Thomas Crooks, a été vu en train de flâner près de la limite du périmètre de sécurité. Il semblait surveiller la zone, ce qui a immédiatement mis la puce à l'oreille. Malgré cela, aucune mesure immédiate n'a été prise, et Crooks a continué à se déplacer dans le périmètre. 30 minutes plus tard, Crooks a été photographié par une caméra de sécurité, ce qui a renforcé sa présence en tant que personne suspecte. La photo a rapidement été diffusée parmi les équipes de sécurité et les efforts pour le localiser et l'appréhender se sont intensifiés. Cependant, Crooks a réussi à échapper à la détection, en se fondant dans la foule et en se déplaçant furtivement. Le fait qu'il ait pu se placer à un endroit aussi stratégique sans être détecté met en évidence d'importantes lacunes dans les mesures de sécurité mises en place lors de l'événement. Dans les jours précédant le rassemblement, les services secrets ont organisé de nombreuses réunions de coordination avec la police de l'État de Pennsylvanie et le bureau du shérif du comté de Butler. Ces réunions avaient pour but d'établir un périmètre de sécurité complet autour du lieu du rassemblement, d'identifier les menaces potentielles et d'allouer les ressources de manière efficace. Les services secrets ont également mené des enquêtes sur le site afin d'évaluer les vulnérabilités et de déterminer les meilleures positions pour les équipes tactiques et les tireurs d'élite. Malgré ces préparatifs, plusieurs faux pas critiques se sont produits. La police locale avait informé les services secrets qu'elle ne disposait pas des effectifs nécessaires pour placer une voiture de patrouille à l'extérieur d'un bâtiment clé surplombant le site du rassemblement. Ce bâtiment deviendrait plus tard le point d'observation du tireur. Au lieu de cela, le bâtiment a été sécurisé par du personnel de police et des équipes tactiques. Cependant, un arbre a obstrué la vue d'une équipe de tireurs d'élite, l'empêchant potentiellement de repérer le tireur. Les services secrets ont également procédé à des contrôles de sécurité approfondis sur le lieu du rassemblement, en utilisant des technologies de pointe pour détecter toute menace cachée. Des détecteurs de métaux, des chiens renifleurs de bombes et des caméras de surveillance ont été déployés pour surveiller la zone. Malgré ces mesures, le tireur, Thomas Matthew Crooks, a réussi à échapper à la détection et à se positionner dans le bâtiment avec une vue dégagée sur la scène. La coordination entre les forces de l'ordre semblait solide à première vue, mais des problèmes sous-jacents de communication et d'affectation des ressources allèrent bientôt apparaître. Avant que le tireur n'ouvre le feu, la police de l'État de Pennsylvanie avait informé les services secrets de la présence d'une personne suspecte munie d'un télémètre. Cette information cruciale n'a toutefois pas donné lieu à une action immédiate, ce qui a mis en évidence une lacune importante dans le protocole de sécurité. Pour comprendre la gravité des récents manquements à la sécurité, il est essentiel de se plonger dans l'histoire et le contexte des services de sécurité, en particulier des services secrets. Établis en 1865, les services secrets des États-Unis ont été créés à l'origine pour lutter contre la contrefaçon généralisée de la monnaie américaine. Toutefois, son rôle s'est considérablement élargi après l'assassinat du président William McKinley par Léon Czolgosz en 1991. Cet événement tragique a mis en évidence la nécessité d'une agence spécialisée pour protéger le président et d'autres personnalités importantes. La mission principale des services secrets consiste désormais à protéger le président, le vice-président et leur famille immédiate, ainsi que les dignitaires étrangers en visite. Ils assurent également la sécurité des grands événements nationaux et enquêtent sur les menaces qui pèsent sur ces personnes protégées. On ne saurait trop insister sur l'importance de leur travail, car ils constituent la première ligne de défense contre les menaces potentielles, assurant la sécurité et la continuité des dirigeants de la nation. Au fil des ans, les services secrets ont été confrontés à de nombreux défis et ont dû s'adapter à un paysage de menaces en constante évolution. L'assassinat du président John F. Kennedy en 1936 a été un moment décisif qui a entraîné des changements importants dans les protocoles de sécurité. L'enquête de la commission Warren sur l'assassinat de Kennedy a mis en lumière plusieurs lacunes en matière de sécurité et a entraîné la mise en œuvre de mesures plus strictes, notamment l'utilisation de véhicules par balles et une meilleure coordination avec les forces de l'ordre local. Un autre incident notable a été la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan en 1981. John Hinckley Jr. est parvenu à s'approcher de Reagan, tirant 6 coups de feu et blessant le président et 3 autres personnes. Cet incident a suscité un examen plus approfondi des mesures de protection du secret service et a conduit au développement de techniques d'évaluation des menaces plus sophistiquées et à l'amélioration des programmes de formation des agents. Malgré ces progrès, les services secrets ne sont pas à l'abri des critiques. Le rassemblement du 24 Pennsylvanie, où Thomas Crooks a franchi la sécurité et s'est retrouvé sur un toit pour tenter d'assassiner Trump, a révélé d'importantes vulnérabilités et conduit à un réexamen complet des protocoles de l'agence. Cet incident, parmi d'autres, a mis en évidence le besoin constant de vigilance et d'adaptation face aux menaces nouvelles et émergentes.
Les révélations sur les activités de Thomas Matthew Crooks avant la tentative d'assassinat ont profondément déstabilisé la communauté politique et les forces de l'ordre. Au fur et à mesure que de nouveaux détails sont apparus, la gravité de la situation est devenue évidente, entraînant des interactions et des confrontations intenses entre les principales personnalités. L'affrontement le plus notable a eu lieu au siège du Comité national républicain, RNC. Un groupe de sénateurs, visiblement en colère et frustrés, a exigé des réponses de la part de la directrice des services secrets, Kimberly Chili. Les sénateurs étaient particulièrement irrités par les apparentes lacunes en matière de sécurité qui ont permis à Crooks de s'approcher si près de sa cible. Les services secrets jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité des personnalités de premier plan. Leur travail permet aux dirigeants d'exercer leurs fonctions sans crainte, préservant ainsi la stabilité et la continuité du gouvernement. Toutefois, comme l'ont montré les événements récents, même les agences de sécurité les mieux établies peuvent être confrontées à des défis et à des défaillances importants, ce qui souligne la nécessité d'une amélioration et d'une adaptation continue. Thomas Crooks et BlackRock. BlackRock, le géant financier fondé en 1888 par Larry Fink et ses associés, est devenu une entité colossale avec plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2021. Cette immense croissance a permis à BlackRock de devenir un acteur important dans divers secteurs, dont celui, controversé, des armes à feu. Mais comment BlackRock est-il devenu le premier actionnaire des armes à feu? Le voyage commence avec l'approche stratégique d'investissement de BlackRock. En tant que gestionnaire d'actifs, BlackRock a pour principal objectif de diversifier son portefeuille afin de maximiser les rendements pour ses clients. Cette stratégie l'a conduit à investir dans un large éventail de secteurs, dont celui des armes à feu. Au fil des ans, BlackRock a accumulé des participations substantielles dans les principaux fabricants d'armes à feu, ce qui en fait une force dominante dans ce secteur. L'un des principaux acteurs du portefeuille d'armes à feu de BlackRock est Sturm, Ruger & Co., une société fondée en 1949. Connue pour la production d'une large gamme d'armes à feu, notamment des carabines, des fusils de chasse et des pistolets, Sturm, Ruger & Co. est devenu l'un des plus grands fabricants d'armes à feu des États-Unis. L'investissement de BlackRock dans Sturm, Ruger & Co. est important, le gestionnaire d'actifs détenant un pourcentage substantiel des actions de la société. Grâce à cet investissement, BlackRock est devenu l'un des principaux actionnaires de la société, ce qui lui confère une influence considérable sur ses activités. Un autre acteur majeur du portefeuille d'armes à feu de BlackRock est American Outdoor Brands Corporation, anciennement connu sous le nom de Smith & Wesson Holding Corporation. Fondée en 1850, la société Smith & Wesson est l'un des noms les plus connus de l'industrie des armes à feu, réputée pour ses armes à feu de haute qualité. L'investissement de BlackRock dans American Outdoor Brands Corporation est tout aussi important, le gestionnaire d'actifs détenant un pourcentage substantiel des actions de la société. Cet investissement a renforcé la position de BlackRock en tant qu'actionnaire majeur dans le secteur des armes à feu. La montée en puissance de BlackRock dans le secteur des armes à feu coïncide avec sa croissance globale en tant que puissance financière. En augmentant ses actifs sous gestion, BlackRock a cherché à diversifier ses investissements dans différents secteurs, dont celui des armes à feu. Cette approche stratégique a permis à BlackRock d'accumuler des participations importantes dans les principaux fabricants d'armes à feu, ce qui en a fait le premier actionnaire de ce secteur controversé. L'attention des enquêteurs a été attirée sur BlackRock après qu'il a été découvert que le fusil utilisé par Thomas avait été produit par l'une des sociétés dans lesquelles BlackRock avait investi. L'affaire a pris de l'ampleur lorsqu'on a découvert que Thomas était apparu dans une publicité réalisée par BlackRock. La publicité, intitulée AP & Honors Economics, était un élément clé d'une série plus large de publicités télévisées et en ligne lancée par BlackRock à l'automne 2022. Cette campagne globale visait à faire connaître au grand public les activités et la mission de l'entreprise. La décision de BlackRock de se lancer dans cette entreprise publicitaire a été fortement influencée par la vague de critiques qu'elle a essuyée de la part de plusieurs représentants républicains de l'État. Ces derniers ont contesté les stratégies d'investissement de BlackRock qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, arguant qu'une telle approche était motivée par des considérations politiques et s'écartait des objectifs financiers traditionnels. Pour répondre à ces critiques et clarifier ses intentions, BlackRock a conçu une série de spots publicitaires, chacun destiné à mettre en lumière différents aspects du travail de l'entreprise et son impact positif sur divers secteurs. L'un de ces spots mettait en scène un pompier de Floride, soulignant les avantages concrets des stratégies d'investissement de BlackRock et leur alignement sur les valeurs de la communauté. La publicité mettant en scène M. Crooks a été filmée au lycée Bethel Park, en Pennsylvanie. Selon la déclaration envoyée par courriel par BlackRock, M. Crooks
ainsi que d'autres étudiants qui n'ont pas été rémunérés, sont apparus brièvement dans la publicité, aux côtés d'un véritable enseignant de l'école. La publicité diffusée à l'école secondaire de Bethel Park était particulièrement remarquable. Elle présentait un graphisme à l'écran attrayant et visuellement séduisant. Cette publicité faisait partie de la campagne About BlackRock de BlackRock, qui visait à souligner le rôle de la société dans la gestion des plans de retraite des enseignants des écoles publiques à travers les États-Unis. Cette campagne visait à montrer l'engagement de l'entreprise à soutenir l'avenir financier des enseignants en gérant de manière responsable leurs fonds de retraite. Dans ce spot, la scène se déroulant à la Bethel Park High School décrit une journée d'école ordinaire, soulignant l'importance des enseignants et la valeur des plans de retraite bien gérés. Le tireur, Thomas Matthew Crooks, était un élève de terminale de l'école en 2022 et est apparu à l'écran 2 fois pendant le spot de 30 secondes. On le voit assis à un bureau de classe, vêtu d'un sweatshirt à capuche de couleur sombre, et il ne parle pas. La participation de M. Crooks, ainsi que celle de ses camarades de classe, avait pour but d'ajouter une touche d'authenticité et de réalisme à la publicité. Brian Dallow, un professeur d'économie dévoué de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui a également figuré dans la publicité pour BlackRock, a partagé ses idées sur le bien-être financier et ses aspirations pour l'avenir. Dans l'annonce, Brian explique que pour lui, l'équilibre financier signifie être libre de faire ce qu'il aime. En réfléchissant à sa carrière et à sa retraite, il espère que les gens se souviendront de lui comme d'une personne qui a fait de son école un lieu spécial et qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour aider la communauté. Ces paroles sincères résonnent avec le message central de la campagne de BlackRock, qui souligne l'importance de la liberté financière et de la contribution à la communauté. L'accent a été mis sur l'environnement quotidien d'une école publique et sur le rôle essentiel que joue BlackRock pour garantir aux enseignants une retraite sûre. Puis, sans crier gare, l'affaire s'est corsée. La révélation de l'implication de M. Crooks dans l'annonce a fait la une d'un tabloïd, en même temps que la nouvelle stupéfiante de sa tentative présumée d'attenter à la vie de l'ancien président Donald Trump. Les plaintes pour conspiration. Dans les heures qui ont suivi la fusillade, les plateformes de médias sociaux ont été inondées d'images et de témoignages trompeurs, suggérant qu'un deuxième tireur était positionné sur un château d'eau à proximité. Cette théorie du complot a rapidement gagné en popularité, les utilisateurs partageant et repartageant les vidéos et les photos floues, chacun ajoutant son grain de sel à l'histoire en cours. L'une des premières mentions du château d'eau a été faite lors de l'interview d'un témoin oculaire sur Fox News. Le témoin a évoqué l'autre tireur dont elle avait entendu parler, alimentant encore davantage la conspiration. Cette simple mention a suffi à déclencher un feu d'artifice de spéculations et d'affirmations infondées. Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la théorie du complot s'est répandue comme une traînée de poudre. Les utilisateurs les plus suivis ont posté des références au château d'eau et, en l'espace d'une heure, la plateforme a été inondée de photos et de vidéos censées montrer une silhouette au sommet de la tour. Des notes de la communauté ont été ajoutées à certains de ces messages pour démentir la théorie. Mais le mal était déjà fait. CBS News a mené une enquête approfondie, vérifiant les vidéos des témoins oculaires et les images du rassemblement. Les vidéos ne montrent clairement aucune personne au sommet du château d'eau. Les ombres que certains ont prises pour une silhouette étaient en fait le logo de Pennsylvania American Water et une bouche d'aération. Les images de Google Earth ont confirmé ces conclusions, montrant le logo et la bouche d'aération sur la face avant de la tour, qui faisait face aux spectateurs du rassemblement. Malgré ces preuves évidentes, la théorie de la conspiration a continué à prendre de l'ampleur. Cette fausse affirmation ne s'est pas limitée à X. Elle s'est rapidement répandue sur d'autres plateformes, dont Reddit. Elle s'est rapidement répandue sur d'autres plateformes, notamment Reddit, où les utilisateurs ont disséqué et analysé les vidéos floues, chacun essayant de prouver l'existence d'un deuxième tireur. Le pouvoir qu'ont les médias sociaux d'amplifier et de déformer la réalité s'est manifesté au grand jour. Les experts avertissent qu'à l'ère des médias sociaux, la désinformation peut se répandre comme une traînée de poudre. Ils invitent les utilisateurs à faire preuve de prudence et à vérifier les informations avant de les partager, en particulier lors d'événements de dernière minute. Le complot du rallye de Pennsylvanie nous rappelle brutalement la rapidité avec laquelle les fausses informations peuvent se répandre et l'importance de l'esprit critique à l'ère numérique. Alors que l'enquête sur la fusillade se poursuit, les autorités se concentrent sur le motif de la tentative d'assassinat et sur les défaillances de la sécurité. Des allégations ont également fait surface concernant un complot iranien visant à assassiner l'ancien président Donald Trump, allégation que l'Iran a rejetée avec véhémence en la qualifiant de non fondée et malveillante. L'histoire commence par une révélation fracassante le 17 juillet 24. NBC News a rapporté que l'administration Biden avait obtenu au cours des dernières semaines des renseignements sur un complot d'assassinat iranien visant l'ancien président Donald Trump.
Ces informations, qualifiées de crédibles et d'alarmantes, ont déclenché une série d'événements qui ont poussé les services secrets à entrer en action. Selon 3 responsables américains au fait de l'affaire, les renseignements indiquent que l'Iran complote activement pour nuire à M. Trump. Consciente de la gravité de la menace, l'administration Biden a immédiatement pris des mesures pour assurer la sécurité de l'ancien président. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a contacté les hauts responsables des services secrets pour s'assurer qu'ils étaient bien au courant des derniers développements et pour coordonner une réponse énergique. Les services secrets, connus pour leur approche méticuleuse et globale de la protection des personnalités, ont mobilisé des ressources et des moyens pour renforcer la sécurité de M. Trump. Ils ont notamment augmenté le nombre d'agents affectés à sa garde rapprochée, renforcé les mesures de surveillance et mis en œuvre des protocoles de protection supplémentaires. La campagne Trump a été informée d'une menace évolutive, bien que les responsables n'aient pas précisé si la menace était d'origine iranienne. Le moment où ces renseignements ont été recueillis est particulièrement inquiétant, puisqu'ils sont arrivés quelques jours avant une tentative d'assassinat de M. Trump lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. CNN a été la première à annoncer la menace iranienne, que les médias d'État iraniens ont rapidement rejetée en la qualifiant de non fondée et malveillante. La mission de l'Iran auprès des Nations Unies a catégoriquement nié toute implication, qualifiant les allégations de sans souligner. La mission de l'Iran auprès de l'ONU a réaffirmé que son approche pour obtenir justice pour l'assassinat du général Qassem Soleimani passait par les voies légales. Elle a souligné que M. Trump et les autres responsables américains impliqués dans l'attaque de drones étaient des criminels qui devaient être poursuivis et punis devant un tribunal. Cette position était une tentative évidente de se distancer de toute action extrajudiciaire et de présenter leurs intentions comme étant légales et justes. Au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, il est apparu clairement que l'administration Biden ne prenait aucun risque. Les mesures de sécurité renforcées autour de M. Trump s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large visant à protéger les responsables actuels et anciens ayant participé à la décision d'effectuer l'attaque de drone qui a coûté la vie à M. Soleimani. Il s'agit notamment de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, de l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et de l'ancien envoyé en Iran Brian Hook, qui ont tous bénéficié d'équipes de sécurité financées par les États-Unis. Les actions rapides et décisives de l'administration Biden ont souligné la gravité de la menace et la tension permanente entre les États-Unis et l'Iran. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré que l'administration surveillait depuis des années les menaces iraniennes visant d'anciens responsables de l'administration Trump. Elle a que ces menaces constituaient une question de sécurité nationale et intérieure de la plus haute priorité. Dans le cadre de sa réponse, l'administration a investi des ressources importantes dans la collecte d'informations supplémentaires, la perturbation des individus impliqués dans ces menaces et l'amélioration des dispositifs de protection des cibles potentielles. L'administration s'est également engagée auprès de ses partenaires étrangers et a directement averti l'Iran des conséquences de toute action contre des fonctionnaires américains. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à l'explorer, cliquez sur l'une des cartes à l'écran.